Bonjour à tous, merci d'écouter Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance d'interviewer Kevin Jourdan, le cofondateur de Dot Market. Durant cet épisode, nous avions abordé la création de sa boîte. Que s'est-il passé depuis? Les succès, les galères, bref, on va faire le point avec lui. Bonjour Kevin, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Écoute, je m'appelle Kevin Jourdan, je suis l'heureux cofondateur de dotmarket.eu que j'ai cofondé en 2020 avec mon associé Mayan Guez. Avant ça, j'ai eu une belle carrière dans l'édition de sites internet avec une spécialisation en SEO et en affiliation. C'est d'ailleurs par ce biais-là qu'on s'est connus il y a bien longtemps maintenant. Et j'ai longtemps travaillé de manière nomade. On en avait parlé d'ailleurs dans le premier enregistrement. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Les choses ont évolué avec la société et on va en parler justement aujourd'hui. Ok, très clair. Pour schématiser, est-ce que tu peux nous donner en 2 mots, enfin en 2 phrases, quelle est la mission de dotmarket.eu? Bien sûr, dotmarket.eu accompagne les cédants et les cédantes de business exclusivement digitaux, j'insiste sur ce point, dans la recherche de repreneurs ou de repreneuses pour leurs projets. On a un aspect marketplace, on en parlera tout à l'heure, qui est assez récent d'ailleurs sur la plateforme, et on a une partie qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'un cabinet M&A proposera, avec un accompagnement qui va de l'estimation initiale du business à la création du deck, la recherche de cibles, l'accompagnement juridique, financier, même la migration technique du business. D'accord, alors si je reprends dans mes mots, avec mes mots, il y a des personnes qui ont créé des sites web et qui veulent les vendre parce qu'ils veulent changer de business ou parce que ça fait partie de leur modèle économique. Ils souhaitent vendre leur site web et toi, tu fais le lien entre les futurs acheteurs et donc les vendeurs. Exactement. Tu peux définir les cabinets M&A pour ceux qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Cabinet Merging and Acquisition, fusion-acquisition, donc les cabinets qui vont accompagner en général le dirigeant ou la dirigeante d'une société dans son projet de cession. C'est des cabinets qui ont l'habitude de travailler en général sur différents caps, on parle de small cap, mid cap, etc. Et nous, on a décidé de se positionner sur un cap qui est plus ou moins délaissé par ces cabinets-là, traditionnellement parce que un peu trop petit, parce que liquidité différente, parce que expertise différente. Et donc, c'est finalement ce qu'on est venu chercher, essayer de reproduire l'expertise de ces cabinets, mais sur un marché délaissé avec toutes ses spécificités. D'accord. Le marché délaissé qui est le marché du petit site internet à la petite boîte digitale. Et quand je dis petit, ça va de quelques dizaines de milliers d'euros pour la petite boîte digitale à quelques millions d'euros en termes de valorisation, ce qui reste petit pour un cabinet M&A en général. Ok, cool. Tu peux nous parler de la naissance de ta boîte? La genèse de Dot Market. Exactement. Écoute, je te le disais très brièvement tout à l'heure, je viens de l'univers de l'édition de site et avant ça, je viens de l'univers de l'affiliation. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. J'avais la chance d'occuper un poste de account manager chez l'annonceur et de travailler avec des plateformes comme Public-ID à l'époque. Donc ça, c'est mon premier lien avec le digital et l'affiliation qui m'amène quelques années plus tard à monter une première société d'édition de site internet. Et cette activité d'édition de site internet m'amène au fil des années à me retrouver dans une position de créateur, certes, mais parfois de vendeur et parfois d'acheteur d'actifs digitaux que je vais aller acheter ou revendre en fonction des besoins de croissance, des opportunités, etc. Il y a un constat là-dedans, c'est que 100% des transactions que j'effectue au fil de ces années d'édition de site internet se font via un réseau très proche. Pourquoi ? Parce que tu vends à quelqu'un qui va te payer en bout de course et avec qui tu vas pouvoir avoir une relation de confiance. Donc le constat qui apparaît à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que je ne vends pas ailleurs? Est-ce qu'il existe des solutions qui me permettraient d'aller chercher des acheteurs et des acheteuses en dehors de mon réseau initial? Et est-ce que je pourrais sourcer plus efficacement des opportunités de business à racheter au-delà que juste en appelant mes potes? Ok, donc en gros, c'est arrêter le gré à gré et sortir de ton cercle pour proposer une solution à un large public, si Exactement. je puis dire. Ok. Comment tu as commencé? Parce que c'est souvent ces business d'œufs et de la poule, en fait. Il te faut des sites pour acquérir du trafic, mais il te faut du trafic pour avoir
de l'impact auprès des vendeurs de sites. Et d'ailleurs, il faut les trouver, les vendeurs de sites, parce qu'au début, je pense que c'est assez compliqué. Comment tu as lancé le cercle vertueux? C'est vrai que c'est la première chose le premier conseil qu'on m'a donné quand j'ai lancé DotMarket, qui était un constat, c'était tu vas avoir du mal parce que la problématique d'une marketplace est que tu dois faire grossir les deux audiences de manière proportionnelle pour éviter de la frustration. C'est vrai sur beaucoup de marketplaces, ça n'a pas été vrai chez nous. Je m'explique. Le marché des acheteurs et des acheteuses de business digitaux existait déjà. D'accord. Les solutions qui existaient avant DotMarket avaient le mérite d'exister. Elles n'étaient pas satisfaisantes pour une partie de l'audience, mais elles avaient le mérite d'exister. Donc on est arrivé sur un marché où en fait on s'est assez vite rendu compte, et tant mieux pour nous, que l'audience acheteuse a été très vite attirée par l'idée qu'une nouvelle solution plus pertinente, plus efficace, plus sécurisée, et j'en passe, arrive sur le marché. Et la réalité, c'est qu'il nous a fallu plusieurs mois avant d'arriver à avoir un catalogue de business à vendre qui nous permettent d'être un petit peu fiers, tu vois, de ce qu'on avait à proposer sur le marché. Mais que ces mois de catalogue assez faibles n'ont pas été des mois de perte de clients potentiels. Au contraire, ça a même été une phase des acheteurs qui nous appelaient régulièrement pour être sûrs qu'ils n'avaient pas loupé en fait un business à vendre. Voilà. Okay. Donc, on a pu bénéficier de cet aspect qui était que l'audience acheteuse était tellement en quête d'une solution neuve et plus fiable que cette audience a été prête à attendre qu'on puisse se focaliser sur le fait d'enrichir notre catalogue. Et donc, on n'a pas eu à courir après les deux parce qu'il y en a une qui est venue à nous et on a pu se focaliser sur trouver des business à vendre. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour... Alors, j'ai bien compris votre impact par rapport à votre techno, l'aspect différenciant, etc. Est-ce que néanmoins, tu as des choses que tu ferais et des choses que tu ne ferais pas durant cette phase de construction de clientèle d'un côté et de prospects de l'autre, en fait? Comment tu vois les choses? Non, j'ai pas un type de personnalité qui va essayer de refaire le passé. Je pense qu'on a fait notre route et on en parlera tout à l'heure parce qu'on va parler, tu vois, on a fait un pivot assez récent, on a eu des difficultés évidemment comme toute boîte, comme beaucoup de boîtes, on a eu nos hauts, nos bas. Je pense pas que je changerais quelque chose au début, peut-être que j'accélérerais certaines prises de décision dont on parlera tout à l'heure, mais au début, on a fait ce qu'on faisait de mieux, c'est-à-dire on s'est présenté comme des experts du digital et on a cherché à avoir un maximum de personnes au téléphone. On y a passé énormément de temps, mais pour rien au monde je le changerais parce que c'est ce qui nous a permis au fil du temps en fait de bâtir le produit, d'appuyer notre crédibilité. Voilà. Bah, c'est déjà un super tip ça, c'est-à-dire ne pas hésiter en fait à communiquer si vous avez une bonne idée. Vraisemblablement, je pense que quelqu'un sur cette planète a eu la même idée. C'est évident. Ça va être l'exécution, donc n'hésitez pas. Après, à vous d'être un peu futé. Si vous avez une petite astuce, un petit wow effect, de le garder pour plus faire du teasing plutôt que de cacher volontairement la chose. Ok, très clair. Donc première astuce, communiquer, parler à ses futurs clients tout le temps. Okay. C'est eux qui nous ont donné, je vais pas dire la marche à suivre, mais je me rappelle encore d'un échange avec le patron d'une agence média. Je sais pas si on peut citer tout le monde ici, mais le patron d'une agence média, Tagada Media pour pas la citer, que tu connais bien aussi, qui à l'époque m'a donné son regard sur la raison pour laquelle je devais privilégier ma relation avec un certain type d'acheteur. Je vais pas tout dévoiler ce qu'il m'a donné comme conseil à l'époque, mais tu vois, c'est ce type de feedback très tôt dans ton aventure, de personnes qui en plus ont une très grosse expérience dans le rachat de business, qui vont être tes premiers clients et qui vont se permettre, pour certains, et c'est ça qui a de la valeur, qui vont se permettre de te dire les choses de manière très transparente, même si ça peut sembler un peu critique au début. Mais en fait, c'est là-dedans que tu peux trouver un petit peu l'essence de ok, si j'ai ce feedback, c'est qu'a priori, cette personne, elle a eu une mauvaise expérience sur le marché. Ouais. Et
peut-être qu'une de mes barrières à l'entrée, c'est de faire en sorte de ne pas avoir cette faiblesse sur le marché. Et on a passé énormément de temps à aller chercher ces feedbacks pour créer des barrières que tu peux pas... elles sont pas très palpables. Mais en fait, la barrière de la crédibilité, de la perception, de l'image, c'est des barrières très difficiles à péter avec le temps. Ouais. Ok, très clair. Merci. Première étape, construction d'un catalogue de contacts, etc. Développement de la plateforme. On est le jour J, c'est-à-dire, dis-moi si je me trompe, j'ai rassemblé une dizaine de sites web potentiellement à vendre. Je les ai audités, je sais qu'ils sont vendables, en tout cas, je me mets à ta place. J'envoie un petit message à l'ensemble des contacts que j'ai créés, des liens avec qui j'ai créé au préalable, et j'attends. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et c'est presque ça, et tu attends, mais encore une fois, tu bénéficies du fait que tu as passé des mois et des mois à annoncer à tout le monde que tu allais faire ça bien, et ce qui se passe, c'est que quand tu proposes les premiers business à vendre, finalement, ce que tu as commencé à travailler paye, c'est-à-dire que les gens sont contents de voir les listings que tu leur proposes, te font encore des feedbacks parce que c'est pas forcément parfait, mais sont déjà très heureux de la qualité que tu leur livres par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Nous, par exemple, un des premiers points qui a été très vite noté, et on en a fait, je vais pas dire une force, mais en tout cas quelque chose sur lequel j'ai jamais voulu renégocier avec mon équipe malgré le temps que ça leur prend, c'est nos pitch decks. Dès les premiers pitch decks qui ont été envoyés à nos acheteurs, on a eu un effet wow de « Ah ouais, mais vous avez mis du temps à faire ce deck. » Oui, probablement même un peu trop pour un site à 10 000 €. Ouais. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'était do things that don't scale. Délivre une expérience mémorable à tes acheteurs parce que ce qu'ils vont se rappeler, c'est que via toi, ils ont eu la sensation d'être en sécurité. Et évidemment, après, le but, c'est que ça soit pas juste une sensation, que ça soit une réalité. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça qu'on a eu quasiment immédiatement. Et très vite, en fait, on a fait nos premières transactions parce qu'après, il fallait trouver le volume. Mais le fait d'avoir eu ce teasing, le fait d'avoir eu cette capacité à écouter et livrer, fait que dès les premiers sites qu'on a eu, on a eu nos premières transactions. Ok, très clair. C'est marrant ce que tu dis parce que ça s'oppose aussi à la philosophie qu'on voit de plus en plus. C'est fais-le jusqu'à temps que... Enfin, fais-le même si tu foires jusqu'à temps que tu réussisses, en fait. Et toi, en fait, tu as pris le contre-pied. C'est-à-dire, non, je vais prendre mon temps à faire des choses super bien plutôt que de brasser du volume, en fait. Oui. Pour une raison toute simple. Voilà, la concurrence faisait déjà ça. D'accord, ok. Donc ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose que la concurrence fait déjà. Si ta concurrence est forte pour brasser du volume, mais que la critique principale émise par tes clients est le manque de qualité, par exemple, ou le manque de suivi, ou le manque de... Peu importe, tu vois, tout le monde peut identifier qu'est-ce qu'un concurrent fait pas assez bien. Une des façons de se différencier, c'est d'essayer de le faire mieux. Je t'apprends rien. Voilà. Donc pour nous, étant donné qu'en plus on venait de se lancer, qu'on n'avait pas encore une crédibilité sur l'aspect M&A, on avait une crédibilité sur l'aspect digital, on a cherché en fait à renforcer nos forces, pas à combler nos faiblesses. Ok. Ouais, donc ça aussi c'est important, c'est qu'au bout d'un moment, je crois que c'était alors je déteste quand les gens font ça durant les podcasts, mais je vais le faire. Oui, j'ai lu une interview de Jack Ma qui parlait de je sais plus quoi. Bon, bref, j'ai lu véritablement une interview de Jack Ma qui en fait donnait la temporalité par rapport à l'âge que tu as, qu'est-ce que tu dois faire. Typiquement, quand tu es jeune, tu apprends, ensuite tu approfondis, ensuite tu gères et ensuite tu transmets, grosso modo, suivant ton âge, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça sert à rien d'essayer de s'entêter à acquérir des compétences de dingo dans un domaine qui t'est totalement étranger. Vaut mieux bosser sur tes forces plutôt qu'essayer d'être... je dis n'importe quoi, moi je vais pas devenir un développeur, et si je le deviens, je serai un développeur plutôt médiocre, je pense, parce que exactement. À mon âge, le temps d'acquérir de l'expérience, c'est un peu trop tard. Comment on est amené à se poser les bonnes questions? Déjà, on a commencé en toute petite équipe, puisqu'on était 2 avec mon associé. Ensuite, on a commencé à travailler avec des freelances pour nous accompagner et nous aider sur notamment la partie analyse, la partie création de dossiers, etc.
Et oui, en fait, simplement, chaque feedback... Moi, mon travail, si tu veux, c'était on s'était bien divisé le travail avec Mayan, mon associé, entre moi qui vais à la collecte au feedback et qui passe quasiment tout mon temps à parler à des acheteurs et à des vendeurs, mais tu sais, dans la partie compréhension de leurs besoins, etc. Et Mayan qui bossait comme une acharnée sur le fait de créer nos process et de transformer, en fait, toute l'information que je lui amenais de manière très brute en quelque chose de réplicable, que ce soit en termes de process, que ce soit en termes de leçons pour notre business, que ce soit en termes d'outils ou quoi que ce soit. Et en fait, on a commencé comme ça. C'est-à-dire que moi, j'étais le réceptacle à feedback que je transformais en idée et Mayan en faisait un outil ou une chose palpable. Ok. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est une délimitation assez stricte des tâches à faire lorsqu'on est deux, par exemple. Exactement. Ok. Ça a été quoi les premiers échecs? Ça a été quoi les premières grosses galères, en fait? Les premières grosses galères, elles auraient pu être anticipées, mais à un moment donné, tu as besoin de faire du business et tu te dis, on y est presque, on voit et on continue à apprendre. Les premières grosses galères, ça a été de réaliser que, en fait, si on laissait la moindre inconnue dans un processus de vente, notamment par exemple juste la migration du site en bout de course, tu pouvais perdre des jours et des semaines de création d'une relation de confiance. Et tu vois, notre tout premier échec, ça a été un bug de migration. C'est-à-dire on a la vendeuse, on trouve l'acheteur, on trouve le deal, on s'occupe de tout nickel et bam, la migration passe par un prestataire tiers qui plante la migration. Okay. L'acheteur est pas content, la vendeuse est pas contente. Et là, on se dit, OK, il faut qu'on internalise ça. Mais internaliser ça, c'est encore une compétence, tu vois, qu'on n'avait pas. Donc, mais ça allait dans notre idée qui était, aujourd'hui, pourquoi ça fonctionne pas ce marché? C'est parce que justement, il y a trop de personnes, tu vois, qui peuvent venir mettre un bâton dans les roues du processus. Et nous, on s'est dit, allez, le dernier truc, c'est la migration. Mais là, on n'a pas le temps de recruter quelqu'un pour le faire. Mais en fait, si, il fallait. Donc aujourd'hui, on gère aussi la migration. D'accord, ouais. Ouais, parce que schématiquement, toi, tu as le téléphone de l'acheteur, le téléphone du vendeur. T'as pas les codes OVH de l'un et de l'autre. Enfin, comment ça se passe si je fais un petit aparté? Maintenant, on a des process de collecte de ces infos, d'accompagnement. Donc, on vient littéralement faire le travail d'accompagnement sur la migration. On collecte tous les accès, on organise des zooms ensemble pour être sûr que tout le monde soit bien aligné. On rentre en contact avec les prestataires techniques si besoin et ainsi de suite. Et on fait, en tout cas sur les mandats, parce qu'on parlera tout à l'heure de la partie marketplace, et évidemment sur la partie marketplace, on fait pas forcément cette partie migration, mais en tout cas sur les dossiers qui nous ont été confiés avec une volonté des cédants ou des cédantes d'être accompagnés de A à Z, on accompagne de A à Z. Okay. Donc première grosse galère, premier point où il aurait fallu anticiper, c'est avoir la bonne personne au bon endroit pour accompagner sur une partie du process. Et accepter que s'il y a une chance que quelque chose aille de travers, il y a quelque chose qui ira de travers. Donc, il faut rien laisser au hasard. Et l'hypothèse de base de cette plateforme était ne laissons rien au hasard. Et pourtant, on l'a lancé en laissant un peu des choses au hasard. Et évidemment, ça a été tout de suite des problématiques. Mais en fait, c'est pas un problème de priorisation plus que d'anticipation. Enfin, après, c'est quand même des notions proches, mais tu étais au début, je pense pas que tu avais 45 millions en banque, donc il fallait recruter, donc c'était compliqué. Donc, par rapport à ton profil, tu es un peu touche à tout. Je pense que tu as presque dû te dire, au pire, je peux le faire. Et je pense que c'est une phrase, parce que pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'est les phrases que je me pose en ce moment dans la création de mon projet, c'est au pire, je peux le faire. Mais en fait, pareil, c'est une phrase qui marche pas, en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que au pire, je peux le faire, au pire, je peux mal le faire. Et donc, autant pas le faire et avoir la vraie compétence. Mais c'est comment comment t'as planifié ta roadmap, en fait, de développement? Parce que ça va un peu avec ça, en fait. Est-ce que tu sais exactement à partir de tel CA, j'embauche telle personne, etc., etc. Comment toi tu vois les choses? Non, ça n'a pas été aussi linéaire. Aujourd'hui, un petit peu plus parce qu'on a un petit peu plus de tech, qu'on a une équipe plus rodée, des process plus rodés, etc. Mais au début, il n'y a pas tout ça. Au début,
On est une équipe de 2 avec un petit peu d'aide. Et notre rôle, c'est pas de créer de la tech, c'est de créer des process. La tech, c'est un site vitrine. Tu arrives sur DotMarket, tu signes tu signes même pas automatiquement une clause de confidentialité, c'est nous qui te l'envoyons manuellement, puis tu nous envoies une preuve de solvabilité. Il n'y a rien de technique au début. Ouais. On est une plateforme de mise en relation, mais en fait, il n'y a rien d'automatisé là-dedans. Mais c'est pas grave, c'est là qu'on apprend finalement. Et en fait, on bâtit en mode très lean au début. C'est-à-dire que dès qu'on se rend compte que on a trop de demandes de NDA, on va chercher un outil de signature de NDA en ligne. On a trop de preuves de solvabilité qui arrivent et on met trop longtemps à les vérifier. Allez, on va automatiser ça et ainsi de suite. Là. D'accord, ouais. Ok, très clair. Ouais, et puis de toute façon, votre job principalement, au-delà de l'automatisation, est-ce que c'est pas un mythe l'automatisation? Pareil, je te dis ça, pourquoi? Parce que je suis en plein dans cette réflexion-là, on va tout automatiser. Quand on bosse dans le web, on a l'impression qu'on va appuyer sur un bouton, mais c'est aussi... par rapport au message qu'on reçoit souvent du marché, c'est oui, j'ai tout automatisé. Non, en fait, t'as rien automatisé du tout. C'est bullshit. Et finalement, c'est très compliqué. Puis comment t'automatises quelque chose relation. Si tu sais pas? Déjà, une relation, ça s'automatise pas. Et ça, c'est une leçon gigantesque. On n'automatise pas les relations humaines. Et la deuxième chose, c'est que comment tu veux automatiser quelque chose que tu n'as pas fait assez de fois pour savoir exactement comment l'automatiser de manière efficace. Si tu automatises un envoi de signature de NDA et qu'en fait tu te rends compte, ça nous est arrivé, que la majorité des gens ne comprennent pas comment et pourquoi remplir une NDA, ça sert à rien de l'automatiser. Parce que derrière, tu as juste des gens qui ne la remplissent pas et qui te disent pas pourquoi ils l'ont pas rempli. Ils se disent juste ça bug. Donc, même nous, on a cherché parfois, on s'est dit, tiens, ça, on le fait trop, viens, on l'automatise, avant de se rendre compte que, mais on n'a pas compris ce qu'il fallait automatiser. On n'a pas compris forcément comment le faire. Donc, non, n'automatise pas tout de suite. Oui, automatise ce qui peut l'être au bout d'un moment, parce que vraiment, c'est un gain de temps gigantesque. Mais avant ça, il faut vraiment comprendre les enjeux. Avoir de l'expérience. Très clair. Écoute, très clair, Kevin. Merci pour ces explications. Donc, non à l'automatisation forcée. Qu'est-ce qui s'est passé après, justement? Comment les autres étapes essentielles? Écoute, une fois qu'on est lancé, la clé, c'est d'essayer de grossir petit à petit, sans forcer les choses, en gardant en fait les ingrédients qui ont fonctionné, c'est-à-dire en se présentant vraiment comme les experts et les expertes du digital. Et ça, c'est vraiment une ligne de conduite qu'on a, même qu'encore aujourd'hui on garde. Tu vois, j'ai commencé ce podcast en me présentant comme un ancien éditeur de site. C'est un fait, il n'y a pas d'autres plateformes aujourd'hui ou d'autres cabinets M&A qui a été fondé ou cofondé par quelqu'un qui vient vraiment de l'édition de site. Donc, on n'a pas changé en fait de ligne de route. Par contre, effectivement, ce qu'on a essayé de faire évoluer, c'est déjà au tout début, on vend un maximum de petits sites pour roder les process, mais au bout d'un moment, on essaye de trouver des sites un peu plus gros pour que ce soit rentable. Ouais. C'est marrant ce que tu dis. Je vais faire une petite aparté parce qu'en fait, je trouve que tu personnalises vachement ton business avec ton associé. Et alors, je donnerai pas son nom, mais j'ai connu une jeune femme dans le passé, en fait, qui avait un site de e-commerce. Brillantissime. Et en fait, je m'étais dit, ça n'a jamais été le cas, mais est-ce que j'investirais dans son site e-commerce, en fait? Et je m'étais dit, non, en fait, parce que cette personne est plus intéressante que son propre site e-commerce. Et elle était plus forte que son concept, en fait. Et je me suis dit, en fait, c'est vachement dangereux parce qu'en fait, la valeur, c'est elle et c'est même pas son concept. Et je trouve ça marrant de toi, comment tu orientes la crédibilité, l'expertise, etc. en permanence dans ton discours. Et je trouve ça très bien. T'as pas peur de devenir plus important de ton concept? Comment toi, tu vois les choses? Oui et non. Il faut savoir qu'au tout début de l'histoire de DotMarket, c'était très vrai. C'est-à-dire qu'on associait beaucoup DotMarket à Kevin Jourdan. Aujourd'hui, c'est très peu le cas. Certes, j'ai peut-être, tu vois, j'ai fait une pause à un moment donné où je me suis dit justement, je me mets en retrait. Et en fait, c'est mon équipe qui est en front. Et aujourd'hui, j'ai la chance de bosser avec une équipe qui gère parfaitement de A à Z tous les process de mise en vente, etc. J'ai des clients sur DotMarket qui ne savent pas qui je suis. D'accord.
Ça, c'est très changeant. Et à partir de là, tu peux te dire, OK, on a passé un cap. Maintenant, c'est une réalité que j'ai fait le choix depuis à peu près 1 an de nouveau de reprendre beaucoup plus la parole, d'aller reparticiper à des podcasts, à des émissions, à des conférences, et de remettre peut-être une touche de personal branding sur le développement de Dot Market, mais dans l'optique de venir éduquer sur un marché, sur un secteur de l'achat-vente de sites. Par contre, l'enjeu, tu as tout à fait raison, c'est d'éviter que le business, ce soit toi. Donc c'est une chose d'éduquer, mais il faut pas que ce soit toi le point d'entrée. Et aujourd'hui, ce qui se passe, et une chose dont je suis très satisfait, c'est que je suis le point d'éducation, mais je ne suis quasiment jamais le point d'entrée de contact, et donc le point de sortie non plus, par conséquent, sur Dot Market, puisque tout ça est très bien géré par l'équipe qui accueille, qui accompagne, et ainsi de suite. Ok, très clair. Alors, développement de l'entreprise, vous grossissez. Est-ce que tu as un moment dont tu te remémores, en fait, qui était important à la suite du lancement et en fait de la phase de, je sais pas comment, tu sais, quand l'avion a atteint son altitude de navigation, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que tu as une étape importante? On a eu la chance et la malchance de lancer en pleine période de pandémie. D'ailleurs, il me semble que le premier podcast qu'on a enregistré ensemble était en plein confinement. Exactement. Si mes souvenirs sont bons. Et ça nous a à la fois bénéficié, c'est-à-dire que c'est une période où les gens se sont fortement tournés vers le digital et vers potentiellement le rachat de side business ou en tout cas d'activités digitales. Là où ça nous a pas forcément servi, c'est que nous, on était en lancement. Donc notre catalogue, il n'était pas à la hauteur de la demande. Donc on avait un déficit d'offres face à une très forte demande. Et l'année d'après, ce qui s'est passé, c'est que ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire que tout le monde est retourné travailler. Au passage, les crypto-monnaies se sont écrasées au sol. Il y a eu des grosses problématiques de hausse de coût des matières premières, de hausse du coût de la logistique, etc. Et là, on a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que maintenant, ça faisait quasiment 2 ans qu'on était lancé. On commençait à avoir un très joli catalogue. Et c'était plus du tout le moment d'acheter parce qu'en fait, plus rien n'était aligné entre guillemets. Là, on a eu notre premier plateau en quelque sorte où on s'est dit l'année dernière, tout le monde voulait de nos business et cette année, pourquoi personne n'en veut? Personne n'en veut, j'exagère. Mais tu vois, on s'attendait justement à avoir un effet levier qu'on n'a pas eu. Alors, justement, dans une période où... parce qu'en fait, tirer des conclusions sur une situation aussi exceptionnelle qui est une pandémie mondiale, en fait, compliquée, parce qu'en fait, finalement, heureusement que tu avais eu cette phase en amont de discussion avec tes clients, parce que si tu avais eu cette phase de discussion en pleine pandémie, tu serais parti sur des hypothèses complètement loufoques, et en fait, tu te serais éclaté, puisque finalement, c'était pas une étape... c'était pas une période sur laquelle on pouvait tirer des conclusions. Bon, après ça, on le sait, mais vraiment compliqué de naviguer entre le lancement, etc., durant cette période-là. Justement, donc l'année suivante, tu dis ça freine un peu. Qu'est-ce que tu as fait pour repartir du bon pied? On a patienté. D'accord. Ouais, mais alors ça, pourquoi tu me le dis avec le sourire. Je suis pas sûr que tu avais le sourire au moment où évidemment tu non. Et en réalité, tu fais pas que patienter. On a travaillé sur ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire on a travaillé notre notoriété, on a travaillé notre SEO, on a travaillé nos process. Mais c'est une réalité qu'on a dû patienter pour une raison toute simple. Si on rentre un petit peu dans le détail de comment tu valorises un business, tu te bases sur des chiffres de chiffre d'affaires et de rentabilité établis en général sur au moins les 12 derniers mois. Pourquoi je dis qu'il a fallu patienter? En fait, il a fallu patienter de revenir à des performances marché qui permettaient d'être étudiées en éliminant le facteur complètement anormal que la pandémie avait représenté. D'accord. Et donc sur un marché où l'attrait avait grimpé, les prix avaient grimpé, les performances avaient grimpé, et en fait tout s'effondrait de nouveau, puisque
les sites e-commerce qui ont cartonné pendant la pandémie, du jour au lendemain, se sont retrouvés à des niveaux qui étaient pour certains même inférieurs à avant la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une sorte de rééquilibrage, de réajustement. Et en fait, il a simplement fallu attendre d'avoir de nouveau assez de mois de data pour que les gens comprennent que cette année d'anomalie était réellement une anomalie. Ouais. Et il a presque fallu attendre d'être sûr qu'on n'allait pas avoir une deuxième pandémie et une troisième et ainsi de suite, parce que ça faussait tous les chiffres et que les vendeurs qui avaient fait des chiffres exceptionnels pendant la pandémie se disaient c'est peut-être ça la nouvelle norme, et donc mon chiffre d'affaires est gigantesque. Et les acheteurs, je te parle par exemple de business dans l'univers du voyage qui était tombé à zéro, eux avaient l'effet inverse et se disaient mais ton business voyage il vaut plus rien. Non, c'est pas vrai. Il vaut plus rien pendant la pandémie, mais maintenant, il va falloir attendre qu'il remonte. Et donc, réellement, on a dû patienter pour qu'en fait, tout le monde tombe d'accord et qu'il y ait un consensus un peu général de « Ok, on est de retour à la normale, reprenons le business ». Très clair. Très clair, merci Kevin. Alors, si on accélère un petit peu dans le développement, post-Covid, vous avez patienté, vous êtes reparti. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez lancé une nouvelle plateforme, j'ai vu, ça fait un certain temps maintenant, mais en gros, pour peut-être segmenter votre audience avec des plus petits sites encore que DotMarket, comment, je perçois ta réponse, mais comment vous avez pris la décision de vous segmenter ou de vous auto-cannibaliser en fait ? Comment tu vois les choses ? En fait, toute notre évolution, elle est basée sur du feedback acheteur-vendeur et essayer de comprendre qui on a en face de nous et quelle est la meilleure offre à leur proposer. Et des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, hein, évidemment. Ça c'est la théorie géniale. Après les résultats, voilà. La première, par exemple, avant même tu vas d'arriver à cette plateforme, mais pour illustrer ce propos, c'est que les 2 premières années on fait de la cession d'actifs. Donc on ne vend que des actifs seuls, c'est-à-dire site internet, principalement site de contenu. Okay ? Au bout de 2 ans, on est de plus en plus sollicité parce que notre notoriété grandit sur le marché, parce que on a mis en place, voilà, on est plutôt bon en SEO, c'est mon métier de base. On commence à avoir des campagnes d'acquisition, on a un petit peu de notoriété, on commence à avoir de plus en plus de e-commerçants. Un e-commerçant ne peut pas vendre un actif seul, il y a des problèmes de requalification, donc tu dois en général céder le fonds de commerce ou la société. Nous, on n'est pas capable d'accompagner ça au moment où on reçoit les premières demandes. Donc un des premiers moves qu'on fait, c'est que finalement, on reçoit une candidature spontanée d'un candidat sortant d'un cabinet de M&A qui est capable de venir nous accompagner sur la partie cession de société et on lance ce nouveau pôle. D'accord. Voilà. Mais c'est une réponse à une demande, c'est-à-dire que la candidature arrive presque à point nommé où on se dit, tiens, on a de plus en plus de leads de société, qu'est-ce qu'on en fait ? Pour l'instant, rien. Du jour au lendemain, on peut le traiter. Je te coupe parce que c'est intéressant. J'ai l'impression que quand tu dis ça, tu n'as pas été gagné par l'euphorie. J'ai beaucoup de leads de ce type-là, je ne sais pas les traiter. Tant pis, je ne veux pas me défocuser, je les mets de côté. Est-ce que tu peux juste en 3 minutes m'expliquer ton mindset à ce moment-là ? Parce que je pense que l'erreur primaire, ça serait j'ai ce type de lead, il faut que je les traite absolument. Comment toi tu vois les choses ? Moi, je les vois en fait, je fais que ce que je sais faire. Tu vois, c'est comme ça qu'on a bâti notre crédibilité. Pourquoi trop s'en éloigner ? Pourquoi s'en éloigner trop vite ? Donc, je fais que ce que je sais faire. C'est pour ça qu'on ne vend pas, par exemple, d'application mobile. Qui, dans l'équipe, aujourd'hui, a eu une application mobile ? Personne. Si demain, je recrute quelqu'un qui sort d'un background application mobile, on pourrait se dire, bah ça y est, on est capable de valoriser ça, de le vendre, etc. On le fait pas aujourd'hui. Amazon FBA, on l'a fait 1 ou 2 fois, mais c'est pas notre cœur de métier. Amazon KDP, Kindle Publishing, on ne le fait pas parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Donc en fait, on ne vend sur DotMarket que ce qu'on comprend parfaitement. C'est pareil, si je suis un peu taquin, je me dis, mais tu perds un temps de dingo en fait. Comment toi, tu manages ? Alors moi, je me mets à ta place, hein, et tu me diras si j'ai tort ou si j'ai une pointe de raison, mais je serais ultra frustré. Toi, pourquoi quand tu me parles, j'ai envie de vendre des applis, j'ai envie de vendre des Kindle, enfin des livres. Comment toi, tu gères comment tu gères ça ?
En fait, il y a tu connais le syndrome de l'objet brillant? Non, vas-y, explique. Shiny Object Syndrome. Okay. C'est-à-dire que t'es sur un truc, puis il y a quelque chose qui brille à côté, tu te dis, ouais, c'est brillant, je me focalise dessus. Puis en fait, il y a un autre truc brillant qui va se mettre à côté et tu changes toujours de focus. En fait, chaque actif digital, pour nous, potentiellement, c'est un Shiny Object Syndrome. Je vais te donner un exemple tout simple. On s'est laissé embarquer dans un Shiny Object Syndrome avec les newsletters. Je suis un grand fan de newsletters. J'édite une newsletter toutes les semaines sur DotMarket depuis plus de 150 épisodes, à raison d'un par semaine. Ça te laisse plus de 3 ans. J'adore l'écrire, j'adore en consulter. J'ai toujours été fasciné par le fait que tu puisses monter un business sur la base d'une newsletter avec de l'éditorial, etc. On a eu l'occasion, il y a un peu plus de 2 ans, de racheter une plateforme spécialisée dans l'achat-vente de newsletters qui s'appelle toujours Deuce. Shiny Object Syndrome. C'est génial. C'est le marché anglophone en plus. C'est le step in the big country, quoi. Tu vois, ça y est, on y va. On n'a pas réussi en 1 an. On a eu de la croissance, mais on n'a pas réussi à obtenir une traction nous permettant de nous dire c'est un vrai modèle économique sur lequel on est capable de faire des choses vraiment différentes et sur lesquelles on est capable de créer des barrières à l'entrée. Sur le marché français, l'achat-vente de newsletters, personne ne t'en parlera jamais. 3 ans de retard, ça n'existe pas. Sur le marché US, ces 12 derniers mois, il y a des boîtes qui sont passées de 0 à 4 millions d'ARR dans l'édition de newsletter. Beehive, Swapstack. Alors Swapstack, ils n'ont pas cette ARR, mais il y a des boîtes gigantesques qui se sont créées dans l'univers des newsletters. Il y a des newsletters gigantesques qui se sont fait racheter. Et en fait, nous, petits Français, on a observé ça et on a vu arriver des mastodontes sur ce marché, dont un groupe média, Wisdom Media, pour ne pas les citer, pour les citer, qui est arrivé et qui a fait une razzia sur des actifs, des outils, des plateformes, des communautés. En fait, on s'est dit peut-être que juste, on n'est pas armé pour le faire. Tu vois. Ce petit Shiny Object Syndrome de peut-être qu'on pourrait devenir la plus grosse plateforme de vente de newsletters aux US, c'est un défocus de faisons déjà notre travail qui est soyons la plus grosse plateforme de vente de sites en France. D'accord, très clair. Vous déployez donc cette nouvelle verticale. Elles peuvent être un poil concurrentes en fait entre elles. Comment toi tu gères ça en fait? C'est 2 boîtes ou c'est qu'une boîte finalement? C'est une boîte, mais c'est 2 marques différentes qui ont des liens évidemment parce qu'on ne voulait pas perdre la crédibilité évidemment et l'image de marque de DotMarket, mais en même temps on ne voulait pas prendre le risque de nuire à l'image de marque de DotMarket. Je m'explique. Pour la petite histoire, on a revendu Deuce. Donc, tu vois, dans l'idée du Shiny Object Syndrome, à un moment donné, on s'est réveillé, on a réalisé qu'il fallait se refocus. Et donc, on a cédé cette plateforme de vente de newsletters à un groupe américain. À peu près dans le même temps, il y a un peu plus d'1 an maintenant, on décide de lancer donc une plateforme, encore une fois pour répondre à une vraie demande que je vais te chiffrer. On reçoit à peu près 3500 demandes d'estimation de sites et business digitaux par an. On a à peu près 5 à 6 000 profils investisseurs, profils qualifiés, dont on connaît les budgets, les thématiques, est-ce qu'ils ou elles vont emprunter pour acheter, est-ce que c'est leur premier achat, etc. Donc, profil qualifié, et tu sais l'importance de la qualification dans les bases de données via ton expérience. Et en fait, toutes ces datas nous disent une chose, c'est qu'il y a un gigantesque volume de notre database qui a des budgets inférieurs à 100 000 euros et une très grosse majorité des listings soumis en estimation sur DotMarket qui valent moins de 50-100 000 euros. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de matcher l'offre et la demande. Maintenant, on a quand même 3 ans d'expérience derrière nous. On a compris que faire un travail d'accompagnement de A à Z sur un business à moins de 100 000 euros, en termes de rentabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas pour rien que les cabinets M&A ne travaillent pas sur ce créneau. Donc, il faut réinventer le modèle. D'accord. Réinventer le modèle, ça veut dire trouver une autre offre, un autre modèle économique. Et c'est ce qui nous amène à lancer une plateforme séparée de DotMarket pour pouvoir expérimenter des choses sans venir brouiller le message et sans venir nuire au travail du quotidien d'accompagnement format M&A.
Très clair. Très clair. J'ai rien à rajouter là-dessus. Comment, dans ce que tu fais, tu l'as esquissé un petit peu, comment tu prends des décisions? Comment est-ce que tu as un raisonnement perso que tu pourrais partager? Comment tu fais pour avancer et prendre une décision que tu estimes au moment où tu la prends comme correcte et bonne? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir une associée qui me permet de rester sur Terre. Et on a la chance d'être entouré par des partenaires, mentors qui quand c'est nécessaire, pareil, nous aident à rester sur Terre et à être un peu plus pragmatique. Tu vas regarder les chiffres, regarder les tendances, regarder les moyens à disposition. Parce que si ça tenait qu'à moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Tu sais, je fais confiance à mon expérience dans l'univers d'achat-vente de sites. Je suis éditeur de sites, je suis acheteur, je suis vendeur. Mais c'est pas pour autant que j'ai la science infuse, tu vois. Mais je fais beaucoup confiance à mon feeling. Et en fait, c'est pour ça que je dis que j'ai la chance d'être entouré. C'est que j'utilise toujours mon feeling et je le soumets à la réalité des chiffres et du feedback plus terre à terre et pragmatique de mes associés et partenaires. D'accord. Et c'est ça qui nous permet en fait de prendre les décisions. Ok. Comment parce que tout à l'heure, quand tu as parlé de l'objet brillant, j'ai trouvé ça intéressant, mais tu as justifié, notamment avec l'exemple de la newsletter, a posteriori. Donc, tu as eu l'objet brillant newsletter, tu y vas et tu te rends compte que c'est pas ça, et donc tu rejoins, etc. Mais justement, comment tu fais pour pas y aller? Parce qu'en fait, le problème, c'est pas d'y aller et de se rendre compte que j'ai perdu du temps ou de l'argent. Bon, ça, c'est presque le jeu, finalement. Comment tu fais pour pas y aller? Tu rajoutes des couches de pragmatisme. Ouais. Très clairement, sur Deuce, c'est mon enthousiasme et mon goût pour la newsletter et mon feeling de on peut faire un truc génial qui ont gagné sur la partie pragmatique. Et on était dans une phase où peut-être, tu vois, on avait un peu des œillères. C'est-à-dire que le business avançait dans une direction qui semblait assez positive pour pouvoir me permettre de m'intéresser à quelque chose de neuf. Et c'était pas la réalité. D'accord. Voilà, donc il a fallu se prendre un petit peu la porte dans la tête pour réaliser que bon, la prochaine fois, peut-être que il faut prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir et voir un petit peu plus loin. Et oui, l'opportunité était belle, mais j'avais des œillères. 1, parce que je ne connaissais pas le marché américain. Et 2, parce que on avait encore beaucoup de choses à faire sur le marché français qu'on n'avait peut-être pas forcément identifié à leur juste niveau. Très clair. Kevin, comment ta boîte elle a évolué à la suite la création de ces deux marques? Comment toi tu vois maintenant, à court terme, moyen terme et à long terme, enfin comment tu vois les choses? Quand on a lancé la deuxième marque, on a bénéficié encore une fois du travail qui avait été fait les années auparavant. On a bénéficié de l'analyse qui avait été faite. Ça restait une hypothèse. Encore fallait-il prouver que vraiment notre audience avec des budgets à moins de 100K voulait des business à moins de 100K. Je vais te donner des chiffres. En 9 mois en 2023, on a vendu pour quasiment 2 millions d'euros de volume d'affaires. Ça représente plus de 120 transactions. En moyenne, sur DotMarket, auparavant, on réalisait une vingtaine de transactions. Évidemment, sur des volumes plus gros. Mais tu vois, on est passé de 20 transactions par an à 120 transactions par an, plus les mandats qu'on a en parallèle. On a prouvé les chiffres, on a montré qu'il y avait une demande, on a montré qu'il y avait une croissance, on a montré qu'on était capable de générer des revenus avec un modèle économique différent, puisque là, on n'est pas au mandat, on est sur un abonnement. Tu payes un abonnement pour accéder à un deal flow de business qualifié, environ une dizaine par semaine qui sont envoyés dans ta boîte mail et tu as 10 opportunités de rachat de site par semaine, concrètement, et de la prestation, puisqu'on propose de l'accompagnement à la demande. À partir du moment où tu as validé ça, tu as deux choix. Soit tu kills un des deux business pour te focaliser sur l'un, et Pierre, s'il nous écoute, sourira parce que j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps à un moment donné, est-ce que tu focalises tout sur un ou voilà. Nous, on a fait le choix ou l'autre qui est on développe les deux marques et on essaye de voir si les deux peuvent cohabiter, mais comme tu l'as dit, au bout d'un moment, le risque, c'est de se cannibaliser, c'est que ton message, il est plus très clair, etc. Donc, on a fait un choix qui est un troisième,
qui est de regrouper finalement les deux marques, de revenir sous une entité unique Dot Market, qui est quand même la marque dont on travaille la notoriété, le SEO, la crédibilité depuis 4 ans maintenant, mais évidemment d'apprendre de cette expérience de plateforme secondaire et de créer un univers qui permette de trouver tout type de business digitaux avec des verticales, en quelque sorte. Tu vois, avant, tu allais sur Dot Market pour du M&A et tu allais sur Below 50 pour du side business. Aujourd'hui, tu vas sur Dot Market, il faut encore que tu puisses t'y retrouver. Donc, on a créé des univers. Un univers M&A, un univers side business. Si tu cherches à te créer un revenu complémentaire, concrètement, tu vas plutôt aller voir ce type de business. Dès le départ, tu aurais pu le mettre sous la même marque, en fait. Enfin, c'est vrai. Par rapport à ton audience, j'entends. Ouais. Toi, on aurait pu, on l'a pas fait parce qu'on a, encore une fois, on voulait pas mélanger les discours et on prenait quand même un risque, alors risque limité, mais on prenait un risque de venir publier. Je te l'ai dit, on a fait 120 transactions depuis le début de l'année sur cette plateforme. On tournait à 20, 30, 20, 40 mandats et une vingtaine de transactions par an. T'imagines si du jour au lendemain, tu as l'habitude d'aller sur une plateforme qui propose des business souvent au-delà de 6 chiffres et tu te retrouves avec 100 listings à moins de 50 000 euros. Il y a un côté, attends, est-ce que je suis passé d'un cabinet M&A à une marketplace type Le Bon Coin? En fait, c'était ça qu'on voulait éviter. D'accord, ouais, non, ça a du sens. Voilà, et on aurait peut-être pu réfléchir beaucoup plus longtemps et trouver le modèle, tu vois, pour bien le présenter. Mais encore une fois, si on avait lancé sur Dot Market tout et qu'on s'était planté, il fallait faire marche arrière sur une marque. Là, si on s'était planté, on pilait Below 50 et on continuait le business sur Dot Market. Non, ouais. Très clair, merci pour ces explications. Comment toi en quelques mots, comment toi tu vois l'avenir et quels sont tes points d'attention? Alors, l'avenir pour nous, c'est évidemment de renforcer notre position. Aujourd'hui, on est probablement parmi les leaders. Bah, évidemment, notre enjeu, c'est d'être le leader de l'achat-vente de business digitaux, toutes tailles confondues sur le marché français. Puis ensuite, d'aller étendre tout ça à l'Europe. On n'a pas pris dotmarket.eu pour rien. Exactement. Mais si on parle de manière plus globale de l'industrie, il y a des... Aujourd'hui, c'est pas tout neuf, depuis 1 an et demi, on voit qu'il y a une vraie tension qui s'est créée sur le marché du M&A. C'est difficile d'emprunter, c'est difficile de vendre, c'est difficile d'acheter, en tout cas à des bons prix, alors qu'il y a une gigantesque liquidité sur les business à moins de 50 000 euros. Ça veut dire quoi pour quelqu'un qui n'est pas du secteur? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des sites à moins de 50 000 euros? Exactement, et surtout qui ont la capacité d'acheter. D'accord. Il n'y a pas moins de personnes qui veulent acheter des business à 500 000 euros. Simplement, pas tout le monde a 500 000 euros sur un compte en banque qui dort et prêt à être dépensé. En général, stratégiquement, tu vas plutôt essayer d'emprunter, obtenir un crédit et du coup utiliser, tu vois, des leviers de financement qui vont te permettre de ne pas avoir à dépenser 500 000 euros d'un coup. Tandis que si on revient sur des business à moins de 50 000 euros, il y a des leviers un petit peu différents, mais de manière générale, on a une liquidité accrue parce qu'on a plus de personnes en mesure de sortir ce cash immédiatement. Et ça, je pense que ça va dans une lignée qui est celle de l'attrait, de manière générale, des gens pour des activités secondaires. D'accord. Est-ce que c'est un besoin d'argent? Est-ce que c'est un besoin de liberté? Est-ce que c'est un regain d'attrait pour l'entrepreneuriat? Je sais pas, je vais pas me lancer dans des réflexions philosophiques, mais en tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est que le profil des acheteurs et des acheteuses a beaucoup évolué. Il y a 3-4 ans, c'était que des personnes du digital. C'est des personnes comme toi et moi qui utilisaient leur expérience digitale pour aller faire joujou avec un business. Aujourd'hui, on a des étudiants, des étudiantes qui, pendant leurs études, ont monté un business et souhaitent le revendre ou vont en acheter un pour gagner un petit peu plus. On a des personnes qui viennent pas du tout du digital, qui viennent investir pour apprendre une compétence et gagner en liberté. On a des personnes qui ont tellement pris goût au télétravail qu'elles cherchent un business qui leur permettrait finalement de continuer le télétravail parce que leur boîte leur demande de retourner au bureau. Tu vois. Okay. C'est plus du tout l'audience geek et digitale qu'on avait au début. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde. C'est pas tout le monde, mais c'est presque tout le monde qui s'intéresse à un moment donné à pourquoi pas le digital. Ok.
Bon, très clair. Je pense que ce sujet en particulier, il mériterait une émission à part entière et voilà. Et je vais pas lancer un sujet parce que sinon, ça sera catastrophique pour le montage. Merci beaucoup, Kevin. Donc, bon, on l'a cité, on peut te retrouver sur dotmarket.eu. Tu as une newsletter. De toute façon, on mettra les liens sur le site banous.com. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Kevin. Et puis, au plaisir de rediscuter avec toi. On va pas dans 3 ans, un peu plus tôt. On verra une prochaine fois. Allez, salut. À plus.